Donc, salam alaikum. Je m'excuse pour ce retard. C'est un problème technique. Donc, on va commencer et on va parler aujourd'hui, Inch'Allah, sur les syndromes coronaires aigus. Donc, avant de parler de la pathologie elle-même, on va faire un petit rappel sur les prérequis en matière de vascularisation coronaire. On va parler sur ce qui nous concerne, on va dire, en matière de, bien sûr, des choses reliées au syndrome coronaire aigu. Donc, pour la vascularisation des coronaires, comme vous savez, vous avez ici d'une manière schématique, vous avez ici l'épicarde et vous avez ici l'endocarde. Donc, pour les vaisseaux, il faut savoir qu'ils viennent, donc les vaisseaux coronaires, ils viennent de la partie externe, c'est-à-dire épicardique, comme ça, dessiné en rouge, ils viennent comme ça de la partie externe péricardique et ils vont pénétrer jusqu'à l'endocarde. Donc, c'est ça, on va dire, l'anatomie de la vascularisation des coronaires. Donc, comme vous voyez, quand c'est schématisé ici, vous avez une entrée comme ça de l'épicarde vers l'endocarde, comme ça. Et puis, donc, il y aura une circulation donc, artérielle et ça va sortir par une circulation, bien sûr, veineuse. Celle-ci, elle va partir, comme vous voyez, de l'endocarde vers l'épicarde. Alors, pourquoi ça c'est important? Pourquoi c'est important de savoir que la vascularisation coronaire, elle commence de l'épicarde vers l'endocarde? Cela va expliquer pourquoi l'ischémie, d'une manière, on va dire, dans la plupart des cas, l'ischémie coronarienne, ça commence tout d'abord au niveau de l'endocarde, et puis si ça devient plus sévère, elle va se propager vers l'épicarde. Donc ça, c'est une schématisation en diastole. Donc ça, c'est la diastole. Ici, la pression artérielle diastolique, on va dire la moyenne, donc elle est aux alentours de 70 de millimètres de mercure, c'est-à-dire la pression dans les artères coronaires aussi, en diastole, elle est aux alentours de 70 millimètres de mercure. Donc, il y aura une pression sanguine qui va qui va pénétrer comme ça avec une pression de 70 millimètres de mercure. Par contre, la pression, de l'autre côté, la pression dans le ventricule gauche, en diastole, elle est basse, elle est très basse. Elle est aux alentours de 10 millimètres de mercure. Donc, vous voyez qu'il y a une grande différence. Donc, comme vous voyez, il y a une grande différence entre la pression artérielle en diastole qui est de 70 et la pression intravégée en diastole qui est de 10 millimètres de mercure. Donc cela va permettre justement au sang de bien passer des artérioles comme ça vers les veines et entre-temps il va nourrir l'épicarde et l'endocarde sans aucun problème. Et bien sûr, puisque donc, la pression à l'épicarde elle est avoisinante de 0 et la pression à l'endocarde, qui est la même pression que le VG, elle est aux alentours de 10, on va deviner que l'endocarde sera bien perfusée, l'épicarde sera bien perfusée, mais quand même, l'épicarde, il sera mieux perfusé que l'endocarde, tout simplement parce que 70 moins 0, c'est 70, 70 moins 10, c'est 60. Donc, vous pouvez dire que la pression de perfusion de l'épicarde, elle est à 70 et la pression de perfusion de l'endocarde, elle est à 60. Donc, évidemment, la pression de perfusion de l'endocarde, elle est plus basse que celle de l'épicarde. Donc, automatiquement, donc c'est l'une des raisons pourquoi l'épicarde, on va dire, il est mieux perfusé que l'endocarde. Donc ça, c'est en matière de diastole. Donc vous allez voir juste après que le problème, il est plus prononcé en matière de systole. Voilà, donc ça, c'est la systole. Donc vous voyez que en matière de systole,
on a la pression artérielle, par exemple, systolique, on va dire qu'elle est à 120 mm de mercure. Donc, automatiquement, la pression dans l'artère coronaire, elle est à 120 aussi, la pression artérielle systolique. Mais là, la différence, ce qui change le plus, c'est que la pression déjà intravégée, elle est aussi à 120 mm de mercure. Donc, vous voyez que il y a une grande, on va dire, c'est pratiquement la même chose, la pression intravégée et la pression artérielle en matière de systole. Pourquoi? Parce que tout simplement, le VG, pour qu'il puisse pomper le sang du ventricule gauche vers l'aorte, il doit vaincre cette pression. Donc, il doit générer exactement la même pression. D'ailleurs, c'est le ventricule gauche qui génère la pression artérielle systolique. Donc, c'est pour cela que, en matière de systole, la pression intravégée et la pression dans les artères coronaires, c'est la même. Et c'est celui-ci qui va expliquer encore plus pourquoi, on va dire, il y a une ischémie physiologique en sous-endocarde. Parce que dans le sous-endocarde, vous avez une pression qui est la même que le ventricule gauche. Elle est à 120 mm de mercure. Et plus vous avancez comme ça de l'endocarde vers l'épicarde, il y aura une diminution justement de cette pression intra-VG. Donc, comme vous voyez ici d'une manière schématique, la pression artérielle systolique, elle est à 120. Si on enlève la pression intravégée qui est de 120, donc vous aurez un zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'endocarde n'est pas perfusé en systole. Donc vous allez deviner que l'endocarde, il est uniquement perfusé en diastole. Par contre, le moyen, on va dire carde, la partie moyenne du ventricule gauche, elle est quand même perfusée pendant donc la systole, mais d'une manière diminuée. C'est la même chose pour l'épicarde. Donc vous voyez que l'épicarde, elle est aux alentours de 20. Donc quand même, il y a une perfusion à peu près de 100 mm de mercure. Donc vous voyez bien que l'épicarde, elle est perfusée en systole et en diastole. Par contre, l'endocarde, il est surtout perfusé en diastole. Donc cela explique beaucoup de choses. Pourquoi on a de l'ischémie sous-endocardique dans plusieurs situations, comme par exemple l'ischémie, comme longueur d'effort qui commence par l'ischémie sous-endocardique, comme le syndrome coronaire ST-, où vous avez une occlusion qui n'est pas complète de l'artère coronaire. Donc, dans tout ça, vous allez voir qu'il y a plutôt un sous-décalage par rapport à un sus-décalage, qui signifie justement qu'il y a une souffrance coronarienne sous-endocardique. Donc ça, c'est les prérequis en matière, on va dire, de vascularisation physiologique du ventricule gauche du cœur en systole et en diastole. Bien sûr, vous pouvez m'arrêter à tout moment s'il y a quelque chose de pas clair. Maintenant, on passe à la physiopathologie de l'angor stable, ce qu'on appelle aussi l'angor d'effort. Alors, c'est quoi l'angor d'effort? Ou bien l'angor stable, c'est la même chose, c'est des synonymes. Donc, comme vous avez un patient qui fait une douleur thoracique, à chaque fois qu'il fait un effort, par exemple, de monter de 2 étages. C'est-à-dire, chaque fois qu'il monte 2 étages, il a une symptomatologie cardiaque. Et au repos, ça disparaît. Donc, à chaque fois, ça revient au même effort, qui est plus ou moins important selon donc, le degré de la sténose, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'angor instable. Pour l'explication de cet angor-là, on revient sur le même schéma de la diastole de la perfusion. Donc, la réponse normale des coronaires quand vous avez des besoins cardiaques augmentés, c'est-à-dire, par exemple, l'exemple, c'est l'effort. Donc, vous savez, quand on fait un effort, donc le besoin myocardique en oxygène, etc., il augmente. Donc, automatiquement, la réponse des coronaires, c'est qu'ils vont se dilater. Donc, les artères, ici,
en premier, vous avez les artères sous-épicardiques et en deux, vous avez les artères sous-endocardiques. Donc, lorsque vous avez un effort, il y aura une dilatation. Donc, comme vous voyez ici, donc ça, c'est au repos, ça va se dilater et va donner cet aspect-là ou à l'effort. Mais la particularité d'un patient qui a déjà une sténose, comme vous voyez ici, plus ou moins serrée, donc selon le patient, lorsque vous avez une sténose, c'est-à-dire il y a déjà une diminution du débit cardiaque coronaire, et vous allez trouver que le patient, même au repos ou bien à des efforts petits, il est déjà en dilatation maximale. Donc, il est déjà en train de compenser cette diminution du débit. Donc, dès qu'il fait un effort, c'est-à-dire il y aura une augmentation de la demande cardiaque en oxygène, eh bien, vous voyez que ici, c'est le même diamètre. Il n'y a pas de dilatation parce qu'il a atteint déjà son maximum de dilatation, il a atteint son maximum de compensation. Il ne peut plus faire plus que ça. Donc, c'est pour ça qu'il y aura apparition des symptômes de dette en oxygène, c'est-à-dire il y aura apparition de cette longueur stable. Et dès qu'il fait, donc dès qu'il se repose, il y aura, on va dire, rétablissement de l'équilibre. Et donc, le patient, donc les symptômes, ils vont disparaître. Donc, ça, c'est pour l'angor instable. Pardon, l'angor stable ou bien l'angor de repos. Pardon, l'angor stable ou bien l'angor d'effort. Maintenant, donc, si le patient ne va pas consulter, etc., parce qu'il a mal et il se repose, la douleur a disparu. Donc, il y aura automatiquement une évolution de cette plaque d'athérome. Donc, avec le temps, donc la douleur thoracique va apparaître de plus en plus pour des efforts minimes par rapport à avant. Et puis, à un certain moment, elle va commencer à apparaître même au repos. C'est ce qu'on appelle donc le langor instable. C'est-à-dire, langor instable, c'est un langor de repos, c'est-à-dire c'est une douleur thoracique qui n'apparaît plus à l'effort, mais elle apparaît de temps en temps comme ça, même quand le patient ne fait rien du tout. Et celui-ci, c'est toujours dû à une ischémie myocardique sous-endocardique. Donc, c'est toujours le sous-endocarde qui souffre, mais la différence, parce qu'il ne peut plus dilater, donc on voit ici, il est toujours en dilatation maximale. Donc, la seule différence entre un langor d'effort et un langor donc de repos, c'est que dans langor de repos, c'est une douleur qui apparaît au repos et euh, donc elle apparaît au repos sans effort et c'est souvent une plaque qui est évoluée par rapport à langor de repos, par rapport à langor d'effort. Mais il faut savoir que cet langor instable, malgré qu'il y ait une dette en oxygène, etc., mais cette dette n'est pas n'a pas atteint le seuil d'induire une nécrose myocardique. C'est-à-dire il y a une souffrance cellulaire, il y a de la douleur thoracique, mais elle n'a pas atteint, on va dire, le seuil critique pour induire une mort cellulaire, c'est-à-dire induire une nécrose myocardique et donc élévation des troponines. Donc vous allez voir après que la différence entre un syndrome coronaire F témoin et un syndrome et un langor instable, c'est justement les troponines. Dans l'angor instable, les troponines sont négatifs. Dans le syndrome coronaire aigu F témoin, les troponines elles sont positives. Maintenant, en troisième position, on a vu l'angor stable, on a vu l'angor instable. Maintenant, on va voir la physiopathologie du syndrome coronaire aigu ST-, c'est-à-dire il n'y a pas d'élévation en ST+. Donc, comme vous savez, d'une manière schématique, le ST-, c'est une rupture souvent d'une plaque d'athérome, mais sans occlusion complète de la coronaire. Donc, vous avez une coronaire comme ça, et elle est par exemple bouchée comme ça. Donc, tout ça, c'est bouché, mais il y a toujours un tout petit peu, un tout petit peu comme ça de flux qui est résiduel, c'est-à-dire c'est une plaque qui obstrue partiellement les coronaires. Donc, il y a toujours un courant qui passe. Donc, dans ce cas-là, vous aurez
Donc, selon le degré de l'obstruction, vous aurez une souffrance sous-endocardique qui commence en premier et vous aurez plus ou moins une souffrance aussi du moyen myocarde. Mais il n'y a pas d'ischémie transmurale. C'est ça la différence. Donc, laisse témoin, ça veut dire syndrome coronaire sans élévation donc persistante de segment ST, ça veut dire qu'il y a une souffrance myocardique sans endocardique, mais il n'y a pas de souffrance sous-épicardique, c'est-à-dire le sous-épicarde, il arrive toujours à compenser en se vasodilatant au maximum, il y a toujours un flux, et donc il n'y a pas d'ischémie transmurale. C'est une ischémie localisée ici, ou sous-endocarde. Par contre, le syndrome coronaire ST+, qui est la grande urgence donc, des syndromes coronaires, vous avez une obstruction complète de l'artère coronaire. Donc ça dépend de la localisation. Cette obstruction complète, ça veut dire qu'il n'y a pas de flux ni dans l'endocarde, ni dans le moyen carde, on va dire, ni dans le sous-épicarde. Donc, peu importe la dilatation maximale, il y a déjà une obstruction avant, donc il n'y a pas de flux qui arrive. Donc, vous aurez une ischémie comme ça et une nécrose transmurale du myocarde dans la partie vascularisée par l'artère en question.